Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV, le journal à la une. La blague qui a mal tourné à Warkina Nimzat. Deux jeunes garçons qui jouaient avec un pistolet. Le laveur de véhicule voulant s'essayer au tir a tué le menuisier. Et dans ce journal, l'analyse des Sénégalais sur ces jeux qui entraînent le pire. 499 agents de la Sénélec à Ziguinchor réclament leur régularisation. Ils ont investi la rue ce mercredi et parmi leurs revendications, une meilleure gestion du directeur général. Nous irons également à Paris où les Sénégalais sans papier se sont organisés en association. Ils souhaitent obtenir un titre de séjour afin d'espérer trouver un travail et un logement décent. Et enfin, la découverte de ce soir dans la région de Fatick, un village aux alentours paradisiaques entre cours d'eau et nature. Dassilame Serrer nous accueille en fin d'édition. Une plaisanterie avérée au drame hier à Warkina Nimzat à Guédiawaye. Un laveur de véhicule qui jouait avec un pistolet a fini par tirer sur son camarade menuisier âgé de seulement 17 ans. L'on va justement s'arrêter sur ces blagues qui conduisent au pire et c'est un sujet de Abindia avec Céline Mbaye. Il n'en revient toujours pas, cet habitant de Grand Dakar. Le drame survenu mardi à Guédiawaye, plus précisément à Warkina Nimzat, l'a laissé sans voix. Je condamne des actes de violence qui voient jusqu'à tuer un homme ou bien une personne. Moi, ce que je déplore, c'est le fait d'avoir une arme à feu qui est tellement sensible et très dangereux. Tu le laisses dans ta voiture et puis tu pars. Comme ça, d'autres personnes qui n'ont rien compris, qu'ils viennent par exemple trouver l'arme là où elle se trouve et la prendre pour l'utiliser. Ça, c'est à déplorer. Mohamed Diawara habite à Biscuiterie. Il partage le même sentiment. La prolifération le préoccupe. Malheureusement, les forces de l'ordre ne peuvent pas quadriller tout le pays pour vraiment contrôler cette prolifération d'armes qu'il y a dans ce pays. Parce qu'on trouve des armes un peu partout, des couteaux, des armes blanches, des pistolets, parce que chacun en achète. Et sans aucun contrôle. Parce qu'auparavant, pour disposer d'une arme à feu, il fallait avoir d'abord un casier judiciaire vierge, faire la demande au niveau du ministère de l'Intérieur qui va faire une enquête de moralité et tout avant de vous délivrer ce certificat ou bien cette autorisation de port d'armes. Mais malheureusement aujourd'hui, est-ce que ça se fait toujours? Peut-être que ça se fait, mais on a constaté quand même qu'il y a un petit laisser-aller parce que les armes rentrent n'importe comment dans ce pays-là. Abaskan est agent à la mairie de Biscuiterie et invite par ailleurs les autorités compétentes à situer les responsabilités pour que ces actes ne restent pas impunis. À l'issue de ces incidents, que l'État fasse des enquêtes pour situer les responsabilités d'abord. C'est ça. Donc il faudrait que l'État, devant ses responsabilités à lui, fasse une enquête pour situer toutes les responsabilités. Parce que ça amène des pertes en vie humaine. Donc ça ne devrait pas rester impuni. Et puis ça devrait nous amener à tirer des leçons par rapport à ces faits-là. Oui. Parce que toujours ce qu'on dit dans nos maisons, on te dit toujours que pas que quelqu'un de côté n'importe où, pas que voilà lui gagne. C'est-à-dire c'est pour éviter ces genres d'incidents. Les jeux dangereux auxquels s'adonnent les jeunes sont très récurrents et parfois ils débouchent sur des drames inattendus. Et vous l'avez dit, Abindia, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur les conditions de port d'armes. Le criminologue Benoîtine nous éclaire. Il faut d'abord avoir un casier judiciaire vierge et subir une enquête de moralité. Ce sont les premières étapes de la procédure. Et en cas de problème, la responsabilité civile repose sur le propriétaire de l'arme. On l'écoute. Pour les ports d'armes au Sénégal, le Sénégal a légiféré là-dessus. Le demandeur
la personne doit être déjà majeure, hein, de bonne moralité, parce qu'il y a une enquête qui est effectuée à ce niveau-là. Il y a un casier judiciaire qu'il faut, un extrait du casier judiciaire qui fait partie des pièces à fournir. Et puis voilà, donc et tout ce qui est autres documents tels que les photos, les timbres, une demande bien explicite, etc. Voilà donc pour les demandes de port d'armes, assez simple, hein, comme toute autre demande. Mais ici, il y a une enquête de moralité qui est effectuée par les autorités pour voir si la personne est donc bien apte, hein, lucide à utiliser une arme à feu ou des explosifs ou des munitions. Il y a une responsabilité civile sur cette arme-là, donc dont on a obtenu l'autorisation. Cette arme n'est attribuée qu'à une et une seule personne. Donc le détenteur de l'autorisation en est le responsable. Et bien sûr, si par devers lui cette arme est utilisée, il est tenu donc de répondre des faits. En tout cas, il est tenu de répondre de ces faits-là pour complicité ou pour négligence, etc., ou pour mise en danger de la vie d'autrui. La FIARA a démarré depuis jeudi dernier. Cette foire internationale de l'agriculture et des ressources animales regroupe tous les ans des participants venus de plusieurs pays. Alors qu'ils rejoignaient Dakar, les exposants nigériens ont frôlé la mort. Ils ont été attaqués entre la frontière entre le Sénégal et le Mali. Aucun blessé à déplorer, certes, mais ces commerçants ont été complètement dépouillés. Et pour avoir plus de détails sur cette agression, nous avons joint le directeur de la FIARA. Il s'appelle Papa Abdoufal. Ils viennent d'arriver, juste la délégation nigérienne vient d'arriver. Juste, il y avait deux bus, donc l'un des bus qui avait à bord les femmes, donc a été attaqué, donc avec 3 tirs de balles sur le véhicule. Donc vraiment, c'est regrettable. Donc, elles sont bien arrivées à la FIARA, vraiment, dans un état qu'on ne peut même pas décrire. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Non, il n'y a pas de blessés. Elles sont dépouillées. Donc, leur argent, leur portable, quelques bagages ont été emportés par vraiment les rebelles. Donc, dans quelles conditions elles vont faire la FIARA? Dans la peur? Bon, elles viennent d'arriver, donc je leur ai demandé de se reposer. Elles sont arrivées avec les hommes, donc elles sont bien installées à la FIARA en attendant qu'elles reprennent connaissance. Donc, se reposer un peu. C'est une délégation de combien de personnes? Ah non, c'est 2 bus, les grands bus là. C'est 2 bus. Donc, 2 bus pleins, ça doit être plus de 100 personnes. Ils ont traduit leurs menaces en actes. Les taximens ont tenu un sitting dans la matinée à la place de la Nation pour dénoncer une concurrence dite déloyale avec les motos Tiak-Tiak. Et ces taximens se disent même prêts à faire une marche de contestation, Mamadou Dien. Un concert de klaxons à la place de la Nation annonce l'arrivée d'un cortège de taxis venus assister au sit-in. Les taximens de Dakar disent en avoir ras-le-bol des conducteurs de mototaxis appelés Tchak-Tchak qui sont dans l'irrégularité, selon eux. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer d'abord la concurrence déloyale du secteur des transports, à l'occurrence le transport irrégulier, mais nommément c'était les motos Jakarta, comme les taxis Allo Dakar, qu'on appelle Wargaïndé, vraiment qui ne sont pas aptes pour faire le transport. Nous sommes dans un état de droit. Donc le transport a été réglementé par notre ministère de tutelle. Donc nul n'a le droit de venir nous concurrencer déloyalement. Ces taximens invitent le gouvernement à prendre ses responsabilités pour régulariser le secteur du transport à Dakar. Bon, ce que nous voulons, c'est que l'État prenne ses responsabilités pour arrêter le phénomène des taxis Jakarta qui font le transport dans la région de Dakar. Ce n'est pas joli pour l'image de la capitale sénégalaise. Nous voulons que l'État prenne ses responsabilités pour que ceux qui veulent faire les transports aillent chercher des pièces qui leur permettent de le faire légalement, au lieu de trouver des voitures particulières qui font du transport à but lucratif. Nous voulons que ça cesse. Autre revendication, les taximens réclament la tête du ministre de tutelle et celle du directeur des transports. Ils menacent de passer à la vitesse supérieure si l'État n'appuie sur l'accélérateur pour trouver des solutions à leurs problèmes. Une ambiance électrique ce mercredi, toujours à Ziguinchor. Et comme annoncé dans les titres, les travailleurs de la Sénélec ont manifesté pour exiger la régularisation de 499 agents. La gestion du directeur général est également décriée par le coordonnateur national des travailleurs de la Sénélec. Timothée Collier répond à Hassan Ba.
Alors aujourd'hui, comme on l'avait fait à Dakar, nous sommes venus à Ziguinchor pour continuer à demander pour la régularisation de tous ces 499 jeunes prestataires qui ont donné toute leur vie à la Sénélec. Et à chaque instant que l'occasion d'embauche se présente, ils sont toujours laissés en rade, ce qui n'est pas normal. Nous profitons aussi de cette occasion pour dénoncer les incohérences du directeur général Pape Mademba Bitèye, pour vraiment ces mauvaises pratiques qu'il est en train de faire au niveau de la direction des ressources humaines. Puisque nous ne pouvons plus concevoir, à chaque instant que l'occasion d'embauche se présente, le directeur général prend ses parents, les fait entrer par Lian ou bien Procolec. Lian et Procolec, c'est deux entreprises qui travaillent en intermédiaire avec la Sénélec. Mais le directeur général en a créé une porte d'entrée. Et des fois, ils ont l'habitude d'organiser des concours qui n'ont aucune importance au niveau de la Sénélec. Comment la Sénélec peut travailler avec 8000 prestataires? La Sénélec n'a jamais travaillé avec 8000 prestataires. Il y a 499 jeunes prestataires qui ont demandé à être régularisés. Et c'est cette jeunesse, c'est la jeunesse à qui il avait promis 65 000 emplois. C'est cette jeunesse à qui il avait dit « je vous ai compris ». Mais aujourd'hui, le président de la République a été induit en erreur par le directeur général de la Sénélec. Depuis qu'il est là, il est en train de défendre ses propres intérêts, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir des gens souffrir. Nous ne sommes pas des Maliens, nous ne sommes pas des Burkinabés, nous sommes des Sénégalais. Et nous avons besoin d'avoir une vie normale. Nous ne pouvons plus être acceptés de rester des mois sans être payés. Et à chaque instant que l'occasion d'embauche se présente, on est laissé en rade. En tout cas, de toute façon, cette jeunesse s'est engagée pour défendre leur avenir et on ira jusqu'au bout. Et d'ici peu de temps, après cette marche à Kaolack, nous passerons à la dimension supérieure pour organiser une grève de la faim au niveau de Dakar. Et si quoi que se passe au niveau de cette grève de la faim, sachez que c'est le président de la République, M. Macky Sall, et le directeur général de la Sénélec qui sont responsables de tout ça. Et en France, des Sénégalais sans papier se sont regroupés en association et ensemble, ils interpellent les autorités consulaires pour obtenir des titres de séjour. Depuis Paris, Abdoulatif Diop a rencontré ces Sénégalais qui vivent des situations difficiles. Plusieurs dizaines de sans-papiers sénégalais se sont réunis au quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris pour réclamer une régularisation massive auprès des autorités françaises. C'est l'association SOS Casamance qui est à l'origine de cette initiative. En présence du consul général du Sénégal à Paris, la plupart de ces Sénégalais irréguliers en France depuis de nombreuses années travaillent dans l'informel. Amadou Diallo, consul général, vient à leur rescousse. Que le consulat a mis en place quand même un dispositif d'accompagnement depuis septembre 2013, donc en développant les services juridiques qui aujourd'hui accueillent presque tous les jours des gens qui sont dans cette situation-là. Et en même temps, nous travaillons avec un avocat qui vient toutes les 2 semaines faire une permanence juridique à titre bénévolat et qui essaye aussi d'appuyer ou en tout cas de sensibiliser les demandeurs dans les démarches qu'il faut faire au niveau des préfectures. Beaucoup de ces sans-papiers exercent le métier de tailleur et s'entendent s'organiser en association pour espérer résoudre cette précarité administrative. Ces couturiers, pour la plupart, c'est pas tout le monde, mais pour la plupart, c'est des gens qui sont dans une situation de précarité administrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de papier de façon, au niveau du titre de séjour. Donc, ce qui, en tout cas, limite leur accès à un certain nombre de droits. Le droit reste très limité sur le sol français. C'est pourquoi ils ont fait appel aux autorités diplomatiques et à certaines associations pour bénéficier d'un titre de séjour. Fi bo fi ñé amo papier mbir mi dafa jafé bo ñé amo papier mëno liggéey ni nga bëggé lélé ngay liggéey ay nit travail noir ñuy lekk sa xaaliss dira dawlo guddi ak bëccëg aussi it couturier yi dañu am problème parce que dañuy ñëw nekk ci benn côté duñu mëna génn pour jéem a xool la dëkk bi laaj du dëkk bi soxla nekk ci benn côté parce que dañuy ragal parce que bu amul papier da ngay ragal pour def lu bari da ngay ragal def mais léegi bu fekkee ne amoo papier nag il faut nga am ku la éduquer ku la wan yoon nii ak nii ak nii ak nii ak nii la. La vie en France sans papier constitue un vrai calvaire pour ces Sénégalais, car sans titre de séjour, il est difficile de trouver un travail stable en France. Abdoulatif Diop, Paris, iRadio.
La situation politique est encore incertaine au Mali voisin et le Sénégal compte une forte communauté malienne. Ses ressortissants vivent mal, oui, on l'imagine, ces tensions politiques et ils s'inquiètent aussi pour leur famille au pays. Pape Mbaye et Moussa Fall en ont rencontré quelques-uns dans les rues de Dakar. Reportage. La communauté malienne établie au Sénégal est sensible à la tension qui prévaut au pays. Et ce commerçant n'en revient pas. Il est très inquiet de la situation. 2 de ces figures ont été écartées en faveur. Triste, très triste. C'est pas bon pour notre pays. Même pas un mois, on a fait coup d'État. Après, on a entendu comme ça. C'est pas bon pour notre démocratie avec notre pays aussi. Si on a fait coup d'État, même pas combien de mois comme ça. Après, on a entendu ça aussi. Mais on est très inquiété pour ça. Parce qu'on peut pas, vous pouvez pas faire le coup d'État après, vous nous demandez, on n'est pas inquiété. Ça, c'est impossible. Tous les Maliens rencontrés partagent ce sentiment d'inquiétude. Cette étudiante à l'université Cheikh Anta Diop envoie un message d'apaisement à ses autorités et leur demande de s'inspirer du Sénégal voisin. Bon, je n'ai pas vraiment aimé, parce que le coup d'État, ce n'est pas la solution. On a fait plusieurs coups d'État au Mali. Mais malgré tout ça, il n'y a pas eu de solution. Donc pour moi, on doit se donner la main. En tant que Malienne, je veux la paix chez moi. J'ai quitté chez moi, je suis dans d'autres pays où je suis partie à la recherche du savoir. Mais je vois qu'il y a la paix là-bas. Et quand je vois ça, je suis triste parce que je vois chez moi, ce n'est pas le même cas. À chaque fois, il y a des problèmes chez nous et je n'aime pas ça. Des péripéties jugées inacceptables par cet étudiant en master 2. Il n'accorde aucun crédit aux raisons avancées par les militaires pour destituer ce nouveau gouvernement. Bon, cela n'est pas suffisant du moment où un président il est censé prendre des décisions sans même demander l'accord des autres membres de son gouvernement, y compris même ce fameux vice-président, d'ailleurs même qui n'est pas reconnu selon la Constitution, même s'il a été fixé selon la charte des traditions. Mais il faut dire que la Constitution ne prévoit pas cela. Parler d'un vice-président en tant que tel, mais d'ailleurs, un président, il est censé prendre des décisions sans même consulter son vice-président, ça c'est normal. La tension est toujours vive au Mali. Quelques heures seulement après la nomination d'un gouvernement de transition, l'armée l'a destitué et arrêté le président, ainsi que son premier ministre. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette rencontre entre le ministre de la Pêche Alioune Ndoye et les autres acteurs à Diamniadio en prélude au Conseil présidentiel sur la pêche. Ces concertations devront permettre de mettre en œuvre une stratégie nationale inclusive de relance de la pêche qui prendra également en compte les préoccupations des uns et des autres. Le ministre Alioune Ndoye au micro de Babacar Seck. En perspective de cette rencontre avec la plus haute autorité du pays, il me paraît important de tout mettre en œuvre pour relever le défi de la préparation et de l'organisation en impliquant tous les acteurs, publics et privés, des pêches et de l'aquaculture sur toutes les questions relatives au secteur. Comme vous le savez, le secteur des pêches et de l'aquaculture occupe une place importante dans les politiques et stratégies de développement économique. Cela par sa contribution significative à l'alimentation de la population, à la création de revenus et d'emplois, ainsi qu'au renforcement de la compétitivité. À titre illustratif, je m'en limiterai à ça, les recettes d'exportation sont évaluées à 307 milliards en 2019, et les débarquements à 579 323 tonnes en volume sur une valeur commerciale de 278 milliards. Les défis auxquels le secteur des pêches et de l'aquaculture est confronté sont nombreux et multiformes. Afin de les relever, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs sans exception autour des priorités du moment. Cette mobilisation permettra de restaurer la confiance entre les parties prenantes du secteur, une condition pour réussir toutes les réformes majeures. Et le reportage du jour sur les secrets de la séduction des femmes prêtes à dépenser des sommes colossales pour séduire leurs partenaires. La parole aux femmes justement et aux hommes dans ce reportage d'Aïssa Toukane.
Donc vous faites le vœu et tout ça qu'on vous dira sur WhatsApp. Allumettes, extase ou encore hypnose pour ainsi dire, des astuces de femmes pour attiser la flamme et raffermir les liens avec leurs hommes respectifs. Considéré comme une nouvelle forme de maraboutage, ce jeune homme trouve ses actes comme une perte de repère. Selon lui, il ne faut pas recourir à ces astuces qu'il juge trompeuses. J'ai entendu parler et je trouve que juste pour faire plaisir à son homme, on ne devait pas en arriver à ce stade. Parce que le maraboutage, comme on dit, peu importe l'issue, tôt ou tard, ça aura des répercussions sur le mariage, sur le couple, je peux dire. Et les effets secondaires, ça peut arriver même jusqu'au divorce, tu vois. Donc je pense que séduire son homme, séduire son mari, on peut le tout faire avec les astuces que nos mamans, nos grands-parents ont utilisées, comme les enfants et les petites astuces à la maison. Ben en veut aux femmes qui font ces pratiques. Elles partagent des astuces. Franchement, je n'y crois pas. Il n'y a rien de plus ridicule que de croire à ces histoires d'allumettes. Faut prendre soin de vos maris. Sinon, les jeunes filles peuvent les récupérer. Il ne faut rien négliger, faire des plats succulents, discuter chaleureusement avec son homme et arrêter de porter les pagnes et t-shirts. Pourquoi pas? Cette mère de famille pense que cette attitude prouve un manque de confiance en soi. Il faut que les femmes sachent que leur destinée a déjà été tracée. Ce n'est pas du tout normal, je le déplore. En tant que musulman, je pense qu'il faut que les jeunes soient patients et attendent que leur mari se présente à elles, car le destin est déjà tracé, ceci avant même notre naissance. Ce n'est pas la peine de recourir à ces pratiques, il faut juste remplir son devoir conjugal. De nos jours, tous les moyens sont bons pour séduire son homme. Hypnotiser, allumer des allumettes, crème, provocation, entre autres astuces, ce que certains déplorent. Et je vous propose maintenant de vous laisser séduire par cette découverte d'Assimila Serer, un village situé sur la carte de Fatick, un village qui s'identifie au delta du Saloum. Sa mangrove cache des lieux secrets jalousement préservés, une verdure insoupçonnée au cœur des îles du Saloum, à découvrir avec Pape Ibrahim Ndiaye et Moussa Fall. Atobakota, c'est l'un des villages symboles. Il est fier de sa biodiversité, de sa culture et bien sûr de son histoire. Situé dans la région de Fatick, Dasselam Serer repose sur ses traditions, sur ses valeurs. Fally Diamé est l'un des anciens qui maîtrise le mieux sa trajectoire historique. Il ne raconte que pour sortir de terre, le village a dû se libérer de la colonisation. Nos ancêtres sont originaires d'une île appelée Ngatin, mais à cause de la colonisation, ils ont été obligés de trouver refuge ici. À l'époque, les colons choisissaient les plus forts d'entre eux pour les amener à la guerre. Au début, ils avaient du mal à accéder à l'île parce qu'elle était entourée de crocodiles. Mais les Blancs n'ont pas renoncé. Ils ont réussi à chasser à coups de fusil les reptiles. Certains de nos parents ont donc décidé de quitter l'île pour bâtir le village. Comme dans tous les villages du Sénégal, Dasselam Serer a traversé plusieurs générations, mais préserve jalousement ses mythes, ses légendes, ses secrets. Cet espace, au cœur de la végétation, protégé, est loin d'être banal au regard de son origine. Ici, on raconte que le guide religieux Cheikh Omar Foutiyou Tall, de passage dans ce terroir, y a effectué une prière. Depuis lors, il est devenu un lieu sacré pour les populations de la zone. El Hadj Omar Foutiyou Tall venait de la Casamance. Il a traversé le village, passé à Simal, avant de continuer son chemin pour rejoindre
Dakar. C'était à l'occasion de sa dernière tournée. On raconte également qu'à Niarey se trouve une pierre marquant là où le guide religieux avait effectué sa prière de Takussan. Après cela, de l'eau jaillissait dans cet endroit jusqu'ici. Et non loin, il a prié dans ce village et jusqu'à présent, les femmes y vont pour faire leurs vœux. Les habitants de Dasilam Serer, surtout les femmes gardiennes des traditions, ne se lassent jamais à chaque fois que l'occasion se présente pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Les visiteurs, pour continuer leur chemin, peuvent compter sur l'énergie positive de ces braves dames. Et on se quitte sur ces notes de danse et de musique. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45.